Le 20 juillet 1944, au quartier général de la Wolfschanze, dans les forêts de Prusse orientale, une explosion secoua la salle de réunion où Adolf Hitler analysait l'avancée soviétique. Le colonel Klaus von Stauffenberg avait déposé quelques minutes auparavant une mallette chargée d'explosifs plastiques sous la table à cartes. La charge détonna avec une force suffisante pour tuer 4 personnes et blesser les autres présents. Un officier déplaça sans le savoir la mallette derrière un épais pied de chêne et ce déplacement sauva la vie du dictateur. Hitler sortit de l'enceinte le tympan perforé, le pantalon déchiré et avec des brûlures légères. Stauffenberg, convaincu que l'explosion avait réussi, voyagea de retour à Berlin pour activer le reste du plan. La conspiration portait le nom de code Opération Walkyrie, un dispositif militaire conçu à l'origine pour étouffer les troubles internes et que les conjurés reprogrammèrent pour prendre le contrôle des villes allemandes après la mort d'Hitler. Des unités de l'armée de réserve occupèrent des points clés à Berlin, Vienne et Paris pendant quelques heures, tandis que les officiers putschistes transmettaient des ordres à des commandants qui ignoraient la véritable nature du plan. La nouvelle qu'Hitler était toujours en vie parvint à la capitale avant la tombée de la nuit. L'appareil de pouvoir nazi réagit avec rapidité. Stauffenberg et 3 compagnons furent fusillés cette nuit même dans la cour du Bendler Block, le bâtiment qui avait servi de centre d'opération au coup d'État. La Gestapo entama immédiatement une enquête qui s'étendit sur plusieurs mois et qui s'acheva avec plus de 7000 personnes arrêtées. Près de 5000 d'entre elles furent exécutées. Environ 200 appartenaient directement au cercle de la conspiration. Mais la répression du régime ne se limita pas aux conspirateurs. Elle s'étendit à leurs épouses, à leurs parents, à leurs frères, à leurs beaux-parents et, de manière particulière, à leurs enfants. Ce chapitre, moins connu que l'attentat lui-même, révéla jusqu'où l'appareil nazi était disposé à aller pour effacer non seulement un homme, mais sa lignée entière. Le mécanisme du châtiment. 5 jours après l'attentat, Heinrich Himmler, chef suprême des SS, s'adressa à un groupe de Gauleiter réunis dans la ville de Posen. Il annonça la réactivation d'une ancienne figure juridique connue sous le nom de Sippenhaft, la responsabilité collective du clan. Himmler invoqua une prétendue coutume des tribus germaniques. Lorsqu'un membre d'une famille commettait une trahison, dit-il, les anciens peuples teutons exterminaient tout le clan jusqu'au dernier membre, car ils considéraient que le sang était corrompu. Il appliqua cette logique de manière explicite à la famille du colonel qui avait déposé la bombe. La sentence de Himmler fut brève et sans appel. La lignée des Stauffenberg serait éteinte jusqu'à son dernier membre. La Sippenhaft n'était pas une invention de 1944. Elle existait en tant que concept dans le droit germanique ancien, lié à la vengeance du sang et au paiement d'une compensation appelée Vergeld lorsqu'une famille devait répondre collectivement du délit de l'un de ses membres. Le national-socialisme la ressuscita en tant qu'outil de terreur sélective et après l'attentat contre Hitler, elle acquit le caractère d'une présomption légale presque automatique. La simple parenté ou le lien conjugal avec un accusé suffisait à déclencher le mécanisme. La culpabilité individuelle cessa d'être une condition requise. La mesure fit de tout parent proche d'un conspirateur un suspect, sans qu'il importât de savoir si ce parent connaissait ou non les plans de l'attentat. Parents, frères, conjoints, beaux-parents, beaux-frères, et dans bien des cas, nourrissons de quelques mois à peine furent placés en état d'arrestation ou sous surveillance. Les historiens qui étudièrent les archives estimèrent qu'environ 180 personnes furent arrêtées sous le régime de la Sippenhaft en lien direct avec la conspiration de juillet, un chiffre qui n'inclut pas ceux qui subirent des interrogatoires, la perte de leur emploi ou la confiscation de leurs biens sans pour autant faire l'objet d'une arrestation formelle. L'objectif d'Himmler était double. D'une part, il cherchait à anéantir symboliquement les familles de la vieille aristocratie prussienne, une classe sociale que les SS méprisaient pour ses origines et pour son rôle de premier plan dans la conspiration. D'autre part, il entendait semer la terreur parmi les officiers qui hésitaient encore à se rallier à toute tentative future de rébellion. La menace ne pesait pas uniquement sur le conspirateur, mais sur tous ceux que cet homme aimait. La procédure suivait un schéma qui se répétait avec peu de variations dans des dizaines de familles. Après l'arrestation ou l'exécution du conspirateur, la Gestapo se présentait au domicile familial. Elle confisquait les propriétés, gelait les comptes bancaires et transférait les adultes
vers des prisons ou des camps de concentration. Les enfants représentaient un problème logistique différent, car le régime ne pouvait pas simplement les incarcérer avec les adultes sans susciter un effet de propagande indésirable en pleine guerre. La solution qu'adopta l'Office central de la sécurité du Reich consista à éloigner les mineurs de leur famille, à changer leur nom de famille et à les envoyer dans des foyers pour enfants sous tutelle de l'État, dans l'intention déclarée de les proposer à l'adoption à des familles loyales au régime, de préférence liées aux SS. Le cas des enfants de Klaus von Stauffenberg illustre ce mécanisme avec précision. Le 17 août 1944, moins d'un mois après l'attentat, ses 4 enfants et les 2 enfants de son frère Berthold furent retirés de leur foyer et embarqués à bord d'un train à destination de Bad Saxa, un centre pour enfants situé dans les montagnes du Harz, près de la ville de Nordhausen. Là-bas, ils furent séparés selon l'âge et le sexe, puis logés dans des pavillons aux côtés des enfants d'autres conspirateurs qui arrivèrent au cours des semaines suivantes. La direction du centre était confiée à une fonctionnaire nazie stricte qui arborait avec fierté l'insigne du parti. Perrault, le personnel chargé des soins quotidiens, traitait les enfants avec une bienveillance qui surprenait les pensionnaires eux-mêmes. Ils recevaient une nourriture acceptable selon les standards de l'Allemagne de 1945 et participaient à une formule laïque de remerciement avant les repas, laquelle remplaçait les prières religieuses habituelles au sein des familles d'origine aristocratique et luthérienne dont ils étaient issus. Aucun de ces enfants ne comprenait tout à fait pourquoi il se trouvait là, ni ce qu'il était advenu de ses parents. Berthold von Stauffenberg-Fils, neveu du colonel exécuté et l'un des pensionnaires de Bad Saxa, laissa des décennies plus tard un témoignage détaillé de ces mois-là. Il se rappelait l'arrivée d'une tante la veille de Noël 1944, apportant des cadeaux et une nouvelle que les enfants accueillirent comme le plus beau des présents. Leur mère, Nina von Stauffenberg, était toujours en vie, bien que détenue. Nina avait été arrêtée et transférée au camp de concentration de Ravensbrück. Là, en plein hiver et sous la garde de la Gestapo, elle donna naissance à sa 5e fille le 27 janvier 1945, le jour même où l'Armée rouge libéra Auschwitz et occupa les abords de la Wolfschanze, ce même quartier général où des mois plus tôt son époux avait placé l'explosif. L'une des gardiennes de Bad Saxa transmit la nouvelle aux enfants peu de temps après. La situation des jeunes Stauffenberg s'aggrava au début de l'année 1945. Hitler exigea de manière explicite que le nom de Stauffenberg disparût de l'histoire. L'ordre fut de modifier leur nom pour celui de Meister et de les confier à l'adoption à une famille fidèle au régime, possiblement liée au SS, afin qu'ils grandissent sans mémoire de leurs origines. La première étape de ce plan consista à les transférer de Bad Saxa vers le camp de concentration de Buchenwald, où fonctionnait déjà un baraquement d'isolement pour les prisonniers par lien de parenté. Le transfert fut fixé au dimanche de Pâques 1945. Les enfants montèrent à bord d'un camion militaire en direction de la gare ferroviaire de Nordhausen. Un bombardement allié toucha le quartier de la gare quelques minutes avant leur arrivée, détruisant complètement cette zone de la ville. L'infrastructure ferroviaire se retrouva hors d'usage, et les responsables du transfert n'eurent d'autre choix que de retourner à Bad Saxa avec les enfants. Quelques jours plus tard, le 11 avril 1945, la 104e division d'infanterie américaine entra dans Nordhausen, bien que la résistance allemande aux alentours eût contraint les soldats à menacer de raser le reste de la ville avant que les combats ne cessent. Les enfants de Stauffenberg ne foulèrent jamais le sol de Buchenwald. La combinaison d'un bombardement fortuit et de l'effondrement final du front de l'Ouest interrompit le plan d'Himmler quelques semaines à peine avant la fin de la guerre. Le baraquement des parents. Tandis que les enfants demeuraient à Bad Saxa, les adultes de la famille suivirent un itinéraire bien plus éprouvant. Nina von Stauffenberg fut transférée depuis Ravensbrück aux côtés d'autres prisonniers par lien de parenté, jusqu'à un baraquement d'isolement au sein même du camp de Buchenwald, aménagé à partir de février 1945 pour loger spécifiquement les proches des conspirateurs du 20 juillet. Alexander von Stauffenberg, frère du colonel exécuté, partagea ce destin bien qu'il servît comme officier de la Wehrmacht en Grèce au moment de l'attentat et qu'il ignora tout des projets de son frère.
Sa condition de parent suffit à ce qu'il fût jugé et condamné pour trahison. Le groupe de prisonniers reclus dans ce baraquement incluait des membres des familles d'autres conspirateurs éminents, ainsi que des otages de haut rang que le régime maintenait comme monnaie d'échange en vue d'un éventuel accord avec les Alliés. Parmi eux figurait l'ex-chancelier autrichien Kurt von Schuschnigg, l'homme politique français Léon Blum, et des officiers britanniques capturés ayant participé à des opérations spéciales. La cohabitation forcée entre aristocrates allemands, prisonniers politiques étrangers et agents de renseignement donna au groupe un caractère singulier au sein du système concentrationnaire nazi, bien que les conditions de détention, l'incertitude quant à leur propre sort et la promiscuité ne cessassent d'être une réalité. Au début du mois d'avril 1945, avec l'avance alliée sur la Thuringe, les SS ordonnèrent l'évacuation du camp. Les prisonniers, par lien de parenté, entreprirent alors un périple erratique à travers le sud de l'Allemagne et l'Autriche, transportés dans des camions et des trains improvisés, alors que la structure de commandement nazie se désintégrait. La libération définitive de ce groupe n'advint que le 4 mai 1945, 4 jours avant la capitulation allemande, lorsque les troupes américaines les retrouvèrent dans les Alpes du Tyrol du Sud. Le cas de Fay von Hassel ajouta à l'histoire de la Sippenaft une dimension d'enquête et de recherche qui se prolongea bien après la fin de la guerre. Fay était la fille d'Ulrich von Hassel, ancien ambassadeur allemand à Rome et figure éminente de la résistance civile contre Hitler. Bien que von Hassel n'eût pas participé directement à la pose de la bombe, sa liaison avec les cercles conspirateurs fut exposée dans les documents saisis après l'attentat. Il fut arrêté et pendu en septembre 1944. Fay vivait à cette époque au château de Brazza, dans le nord de l'Italie, avec ses 2 jeunes enfants, Corrado, 3 ans, et Roberto, 2 ans. Son époux, l'aristocrate italien Detalmo Pirzio Biroli, collaborait clandestinement avec la résistance antifasciste à Rome et demeurait séparé de sa famille à cause de la guerre. Lorsque le commandant allemand, occupant la propriété familiale, apprit par la radio la nouvelle de l'exécution d'Ulrich von Hassel, il dénonça Fay auprès des SS qui l'arrêtèrent avec ses 2 enfants. Le groupe voyagea pendant des semaines à travers l'Autriche et l'Allemagne. Une nuit de décembre, à la gare d'Innsbruck, les gardes séparèrent Fay de ses enfants avec la promesse que les petits seraient confiés à des infirmières dans un bon foyer pour enfants jusqu'aux retrouvailles familiales. Fay ne revit pas ses enfants durant les 9 mois qui suivirent. La promesse d'une séparation temporaire cachait en réalité le même mécanisme appliqué aux enfants de Stauffenberg, le changement d'identité des enfants et leur placement dans un orphelinat administré par les SS en Autriche, près de la frontière suisse, dans l'optique d'une adoption définitive par une famille loyale au régime. Fay parcourut entre-temps plusieurs camps de concentration, dont Stutthof, Buchenwald et Dachau, logés dans le même circuit destiné aux prisonniers par lien de parenté et aux otages de grande valeur. À Stutthof, le groupe demeura dans un baraquement situé si près du camp principal que l'odeur des corps incinérés parvenait jusqu'à leur couchette. Durant cette période, Fay noua une relation sentimentale avec Alexander von Stauffenberg, le frère du colonel exécuté, compagnon de captivité au sein du même groupe. Fin avril 1945, alors que la guerre touchait à sa fin, les SS transférèrent le groupe de prisonniers éminents vers le sud de l'Italie, vers les Alpes du Tyrol, dans un convoi qui fut connu sous le nom de « Transport des éminents ». Himmler comptait utiliser ces otages comme ultime carte de négociation face aux Alliés. Dans la localité de Villa Bassa, l'un des prisonniers reconnut dans la foule un général allemand qu'il connaissait et parvint à l'avertir secrètement de la situation du groupe. Le général envoya des troupes de la Wehrmacht qui désarmèrent les gardes SS et placèrent les otages sous protection militaire. Le 27 avril 1945, le groupe fut libéré, à peine 60 km de la propriété familiale de Fay à Brazza. La recherche de ses enfants occupa les mois suivants. La mère de Fay, Ilse von Hassel, et une autre parente parcoururent différents centres pour enfants administrés par les SS en Autriche jusqu'à localiser Corrado et Roberto en septembre 1945, exactement 1 an après la séparation à Innsbruck.
Les enfants avaient été inscrits sous un autre nom de famille et, selon les plans du régime, étaient destinés à une adoption qui aurait effacé pour toujours leur identité originelle. Tous deux grandirent avec les séquelles de cette expérience, mais accédèrent à la vie adulte avec des carrières professionnelles solides, l'un comme économiste lié à des institutions européennes et l'autre comme architecte. Le schéma qui toucha les Stauffenberg et les Hassel se répéta avec des variantes dans des dizaines de familles liées à la conspiration. Karl Friedrich Goerdeler, le civil désigné pour diriger le gouvernement après le coup d'État si celui-ci triomphait, fut capturé quelques semaines après l'attentat et exécuté en février 1945. Sa famille subit la confiscation de ses biens et l'arrestation de plusieurs de ses proches, bien que Goerdeler fût resté en fuite durant des mois avant sa capture, ce qui retarda l'application complète du mécanisme sur son entourage. Adam von Trott-Zusholz, diplomate et l'un des agents de liaison de la conspiration avec les Alliés occidentaux, fut exécuté en août 1944. Son épouse et ses enfants restèrent sous l'ombre de la suspicion durant tout le reste de la guerre, et sa fille se souvint des décennies plus tard d'une phrase que son père répétait avant l'attentat. Il demandait que, si la tentative échouait, quelqu'un raconte au monde ce qu'ils avaient essayé de faire. Henning von Treschow, l'officier qui avait conçu avec Stauffenberg une grande partie du plan Walkyrie, se suicida sur le front le jour même de l'attentat en apprenant son échec avant que la Gestapo ne pût l'arrêter. Sa famille fut également exposée à la Sippenhaft, bien que Treschow eût échappé à un jugement formel grâce à sa mort immédiate. La famille du général Erwin von Witzleben, commandant désigné pour assumer le commandement militaire après le succès du coup d'État, subit des arrestations parmi ses proches. Le témoignage d'officiers allemands capturés par les Alliés, consignés par le renseignement militaire britannique vers la fin de la guerre, confirme que Witzleben avait la certitude que sa famille et celle de nombreux autres conspirateurs avaient été exécutés ou détenus après sa propre condamnation. Une connaissance qui agit comme un avertissement silencieux pour d'autres officiers qui envisageaient de se rallier à de futures conspirations. La bureaucratie de la terreur. La Sippenhaft ne se limita pas aux personnes directement impliquées dans l'attentat du 20 juillet. Le régime étendit le même mécanisme aux officiers capturés sur le front de l'Est, qui rallièrent des organisations anti-nazies formées en captivité soviétique telles que le Comité national pour une Allemagne libre et la Ligue des officiers allemands. Le général Walter von Seydlitz-Kurzbach, capturé à Stalingrad et devenu l'une des figures les plus visibles de cette ligue, vit sa famille soumise à l'arrestation et à l'internement dans des camps de concentration où elle demeura jusqu'à la libération finale, dans des conditions plus dures et plus prolongées que celles subies par les familles des officiers qui furent jugés individuellement devant des tribunaux militaires. Ce contraste est significatif. Les officiers qui faisaient face à un procès militaire formel étaient souvent libérés après une période relativement brève, tandis que les parents de ceux qui collaboraient depuis la captivité soviétique restaient détenus pendant beaucoup plus longtemps, sans procédure judiciaire claire, jusqu'au collapsus final du régime. La fille de Seydlitz, Ingrid von Seydlitz-Kurzbach, raconta dans un témoignage ultérieur comment elle fut retirée d'un foyer de convalescence pour enfants à l'âge de 10 ans sans aucune explication et transférée à Bad Saxa, où elle retrouva sa sœur cadette sans nouvelles de sa mère ni de ses sœurs aînées pendant des mois. En février 1945, une nouvelle disposition étendit la portée de la Sippenhaft à tout militaire qui, selon le jugement d'Hitler, ferait preuve de lâcheté ou de défaitisme face à l'ennemi. Le cas du général Otto Lach illustre cet élargissement. Après la reddition de la ville de Königsberg face à l'armée rouge en avril 1945, la presse allemande publia publiquement l'arrestation de la famille de Lach en guise de châtiment pour ce que le régime considérait comme une capitulation déshonorante. La menace ne se limitait plus aux conspirateurs politiques et passa à opérer comme un instrument de discipline militaire dans les dernières semaines du Troisième Reich. La Sippenhaft, malgré son origine dans un discours improvisé d'Himmler, devint une procédure administrative avec ses propres règles. L'Office central de la sécurité du Reich coordonnait les arrestations avec la Gestapo locale et l'organisation de bien-être national-socialiste chargée des foyers pour enfants du régime. Les documents conservés montrent des directives internes qui discutaient avec un détail bureaucratique l'âge minimal pour l'arrestation d'un mineur,
la procédure de changement de nom de famille et la destination finale des biens confisqués. La portée de la mesure surprit même certains fonctionnaires de l'appareil nazi lui-même. En octobre 1944, le chef de la police de sécurité, Ernst Kaltenbrunner, reçut une consultation formelle sollicitant des éclaircissements sur les limites exactes de la Sippenhaft, face à ce qui fut décrit comme une confusion généralisée au sein de la structure de commandement sur qui devait être arrêté et selon quels critères. La réponse officielle confirma que le lien de sang ou le mariage, sans besoin de preuve de complicité, suffisait à activer la procédure. Les archives documentent des cas qui atteignirent des extrêmes difficiles à justifier, même selon la logique du régime lui-même. Des nourrissons de quelques semaines furent pris en garde avec leur mère, des grands-parents âgés, des beaux-frères sans lien direct avec la conspiration, et des parents par alliance éloignés furent interrogés et dans certains cas détenus pendant des semaines. Hitler lui-même, selon le témoignage ultérieur de son ministre de l'Armement Albert Speer, avait exprimé en privé son intention d'exterminer chacun des impliqués, une phrase que Speer enregistra dans ses mémoires d'après-guerre comme le reflet de l'état d'esprit du dictateur après l'attentat. Le centre pour enfants de Bad Saxa fonctionna comme le point de rassemblement central pour les enfants des conspirateurs durant les derniers mois de la guerre. Les historiens ayant étudié les archives de l'établissement décrivirent l'arrivée progressive d'enfants provenant de différentes familles aristocratiques regroupées selon l'âge et le sexe dans différents pavillons de la propriété, situés dans un environnement boisé de la région du Harz qui contrastait avec la dureté de sa fonction réelle. Le personnel du centre affichait des attitudes contradictoires. La directrice, identifiée dans les témoignages comme une fonctionnaire strictement alignée sur le parti, maintenait une discipline rigide et un discours idéologique constant. Son adjointe et une bonne partie du personnel de service, en revanche, traitèrent les enfants avec une chaleur que plusieurs des pensionnaires rappelèrent des décennies plus tard comme étant décisive pour surmonter l'incertitude sur le sort de leurs parents. L'alimentation, bien que rare comme dans le reste de l'Allemagne vers la fin de la guerre, se maintenait à des niveaux raisonnables et les responsables du centre évitaient de communiquer aux mineurs la gravité réelle de la situation de leurs proches détenus. Le plan consistant à renommer les enfants et à les donner à l'adoption à des familles proches du régime ne fut pas exécuté dans la majorité des cas, non par manque de volonté des autorités, mais à cause du collapsus accéléré de la structure administrative nazie entre mars et avril 1945. Le cas des enfants de Stauffenberg, sauvés du transfert à Buchenwald par un bombardement allié produit au moment exact où leur convoi se dirigeait vers la gare, illustre jusqu'à quel point l'issue de ces histoires dépendit de coïncidences extrêmes plutôt que d'une décision délibérée de clémence de la part du régime. Les calculs historiques disponibles permettent de dimensionner le phénomène. Environ 180 personnes furent arrêtées sous la figure spécifique de la Sippenhaft en lien direct avec la conspiration de juillet, un chiffre qui cohabite avec les plus de 7000 arrestations générales pratiquées par la Gestapo dans les mois suivant l'attentat, dont près de 5000 aboutirent à une exécution. Toutes ces exécutions ne correspondaient pas à des personnes liées au complot. La police secrète profita de l'enquête pour régler des comptes avec des opposants d'origine différente, totalement étrangers à la conspiration militaire. L'application de la Sippenhaft, cependant, s'avéra inégale et incohérente si on l'analyse cas par cas. Certaines familles subirent la confiscation de leurs biens sans pour autant subir l'arrestation. D'autres furent séparées durant des mois dans des conditions de détention rudes. D'autres, comme celle de Seydlitz, restèrent détenus jusqu'au dernier jour de la guerre sans aucune procédure judiciaire. Cette incohérence, loin d'affaiblir l'effet de la mesure, renforça sa fonction principale comme instrument de terreur psychologique. L'incertitude sur quelle famille serait la prochaine à subir le châtiment s'avérait aussi dissuasive que l'application effective de la peine. Entre mars et mai 1945, le système de garde sur les proches des conspirateurs entra dans une phase de désorganisation croissante. La proximité du front allié força les SS à évacuer des camps et des centres pour enfants avec peu de planification, transférant les prisonniers d'un point à un autre dans des convois improvisés, souvent sans destination claire ni instruction ferme sur leur sort final. Ce chaos administratif finit par sauver la vie d'une bonne partie des détenus, y compris les prisonniers par lien de parenté logés à Buchenwald,
dont le transfert final vers le sud de l'Allemagne et l'Autriche les maintint hors de portée d'un possible ordre d'exécution massive jusqu'à l'arrivée des troupes américaines le 4 mai 1945. Les enfants de Stauffenberg demeurèrent à Bad Saxa jusqu'à la libération de la zone par la 104e division d'infanterie américaine, survenue le 11 avril 1945. Les enfants de Fay von Hassel furent localisés par leurs proches en septembre de cette même année, après des mois de recherche parmi les différents foyers pour enfants administrés par les SS en territoire autrichien. Dans les deux cas, les retrouvailles familiales eurent lieu après des mois d'incertitude absolue sur la localisation et l'identité légale des mineurs, l'ombre après la guerre. La fin du conflit n'apporta pas à ces familles une reconnaissance immédiate. Une bonne partie de la société allemande d'après-guerre maintint pendant des années une évaluation négative des conspirateurs du 20 juillet, que de nombreux citoyens considéraient comme des traîtres ayant agi à un moment où le pays combattait encore. Un sondage réalisé en 1951 révéla que seuls 43% des hommes et 38% des femmes interrogées avaient une opinion positive sur les impliqués dans l'attentat. Un autre sondage de 1956 montra qu'à peine 18% des personnes interrogées approuvaient l'idée de nommer une école en l'honneur de Stauffenberg ou de Goerdeler. Cette méfiance eut des conséquences matérielles concrètes. Un projet de loi destiné à octroyer des pensions aux veuves des exécutés ne fut jamais adopté au Bundestag et les familles reçurent à la place une compensation annuelle convenue comme solution intermédiaire. L'un des rares conspirateurs ayant réussi à échapper à la potence, l'avocat Fabian von Schlabrendorff, consacra une bonne partie des années suivantes à soutenir la reconnaissance publique des familles marginalisées par le soupçon de trahison. Au fil des décennies, l'évaluation historique des conspirateurs du 20 juillet changea de manière radicale et ils sont aujourd'hui reconnus officiellement en Allemagne comme une partie centrale de la résistance contre le national-socialisme. La figure même de la Sippenhaft fut expressément interdite par la loi fondamentale de la République fédérale, qui établit le principe de responsabilité pénale individuelle comme garantie constitutionnelle, en réponse directe aux abus documentés durant les derniers mois du Troisième Reich. Les témoignages de ceux qui furent enfants à Bad Saxa, dans les foyers pour enfants autrichiens ou dans les baraquements de Buchenwald, furent consignés dans des archives historiques et des entretiens universitaires jusqu'à bien avant, dans le XXIe siècle, parmi lesquels celui de Berthold von Stauffenberg-Fille, celui d'Ingrid von Seydlitz-Kurzbach et celui des frères Corrado et Roberto Pirzio-Biroli, fils de Fay von Hassel. Leurs récits constituèrent le registre le plus direct d'un mécanisme de châtiment qui chercha à étendre la condamnation d'une poignée d'officiers jusqu'à la génération suivante, avec l'objectif déclaré d'effacer des noms de famille complets de la mémoire allemande. Avant que la Sippenhaft n'atteignît les familles, les conspirateurs eux-mêmes affrontèrent un circuit judiciaire conçu pour humilier avant d'exécuter. Le tribunal du peuple, présidé dans la majorité des procès de juillet par le juge Roland Freisler, soumit les accusés à des audiences publiques filmées à des fins de propagande, au cours desquelles Freisler interrompait constamment les prévenus, leur criait dessus et les privait de toute possibilité réelle de défense. Plusieurs accusés furent contraints de comparaître sans ceinture ni bretelles, de sorte qu'ils devaient tenir leurs pantalons avec leurs mains pendant l'interrogatoire. Une humiliation calculée pour projeter à l'écran l'image d'hommes vaincus et pathétiques. Les condamnations à mort étaient exécutées à la prison de Plötzensee, à Berlin, par pendaison avec une corde à piano, suspendue à un crochet de boucher, une méthode choisie délibérément pour sa lenteur et sa cruauté. Hitler ordonna de filmer une partie du processus pour son propre visionnage privé. La célérité de la procédure judiciaire fut notable. Entre l'arrestation, le jugement et l'exécution des premiers conspirateurs, à peine quelques semaines s'écoulèrent, bien que les procès ultérieurs, liés à des figures périphériques de la conspiration, se poursuivirent jusqu'au dernier jour du régime, avec des sentences prononcées encore en avril 1945. Ce même tribunal jugea en janvier 1945 Helmut James von Moltke, fondateur du Cercle de Kreisau, un groupe d'aristocrates, de diplomates et de religieux qui avaient débattu dans le domaine familial de Silésie de la conception d'une Allemagne démocratique après la chute d'Hitler.
Moltke s'était opposé explicitement au plan d'assassiner Hitler, par crainte que la mort du dictateur ne le transformât en martyr, mais son arrestation en janvier 1944, un an avant l'attentat, et la liaison ultérieure de plusieurs membres du cercle de Kreisau avec la conspiration de juillet suffirent à ce que Freisler le condamnât pour haute trahison. La sentence décrivit ses idées sur l'avenir politique de l'Allemagne comme un déshonneur permanent. Moltke fut exécuté à Plötzensee le 23 janvier 1945, 12 jours après avoir pris connaissance de sa condamnation. Le cas de la famille Moltke offre un contraste révélateur face au schéma général de la Sippenhaft. Freya von Moltke, épouse de Helmut James, demeura en liberté durant tout le processus judiciaire de son mari et conserva la garde de ses deux jeunes fils, Helmut Kaspar, né en 1937, et Konrad, né en 1941. Freya rendait visite à son époux à la prison de Tegel, entretenait avec lui une correspondance quotidienne qu'un aumônier faisait entrer et sortir de la prison au péril de sa vie, et gardait les lettres cachées à l'intérieur des ruches du domaine familial à Kreisau. L'explication de ce traitement différent se trouve dans la nature spécifique de l'accusation contre Moltke, centrée sur ses activités antérieures au sein du cercle de Kreisau, et non sur une participation directe à l'attentat du 20 juillet. Ajouté au poids symbolique que conservait encore le nom Moltke dans la tradition militaire prussienne, lié au maréchal de Camp qui avait conduit l'armée allemande à la victoire lors de la guerre franco-prussienne du XIXe siècle. Ce prestige familial agit comme un bouclier partiel que Freya reconnut explicitement lors d'entretiens ultérieurs, bien qu'elle soulignât que cette protection avait des limites évidentes et n'aurait pas évité sa propre arrestation si les autorités avaient décidé d'appliquer le même critère que celui utilisé pour les Stauffenberg. Après l'exécution de son mari, Freya quitta l'Allemagne avec ses deux fils, s'installa d'abord en Afrique du Sud, puis plus tard aux États-Unis, où elle consacra une bonne partie de sa vie à préserver la mémoire du cercle de Kreisau. Tous les impliqués dans la conspiration n'attendirent pas passivement leur arrestation. Heinrich von Lehndorff, officier de liaison du district militaire de Königsberg et administrateur du domaine familial de Steinort, en Prusse orientale, apprit l'échec de l'attentat le soir même du 20 juillet. Le lendemain, lorsque la Gestapo arriva à sa propriété pour l'arrêter, Lehndorff sauta depuis une fenêtre du premier étage vers le parc du domaine et s'enfuit en courant vers le lac et la forêt voisine. Il passa plusieurs heures caché avant d'appeler au téléphone son épouse, Gottlieb, qui était enceinte de leur 4e enfant, pour lui demander de venir le chercher. Au lieu de tenter une fuite définitive, Lehndorff décida de se rendre volontairement à la Gestapo, dans l'espoir de protéger sa famille de représailles plus graves. Il fut transféré d'abord dans une prison à Königsberg, puis, le 8 août 1944, lors d'un transfert vers le siège central de la Gestapo à Berlin, il profita d'un arrêt du véhicule devant le portail de la prison pour sauter et s'échapper une seconde fois. Il passa plusieurs jours caché dans les bois, se déplaçant de nuit, jusqu'à ce qu'un garde forestier, à qui il demanda refuge, le livrât à la police. Le tribunal du peuple le condamna à mort le 4 septembre 1944 et il fut pendu ce même jour à Plötzensee. Son épouse Gottlieb et ses 4 filles, dont la petite Vera, née en 1939, passèrent le reste de la guerre confinée dans différents camps de concentration sous le mécanisme de la Sippenhaft. Vera von Lehndorff survécut à cette expérience enfantine et, des décennies plus tard, devint une mannequin et actrice reconnue sous le nom de scène de Verouchka, une biographie qui relia directement l'enfance marquée par le confinement nazi à une trajectoire publique très éloignée de ces années-là. La comparaison entre les cas Stauffenberg, Hassel, Seydlitz, Moltke et Lehndorff permet de reconstruire la logique interne et également l'absence de logique, avec laquelle l'appareil nazi appliqua la responsabilité du clan durant les derniers mois de la guerre. Le degré de châtiment dépendait de la proximité du parent exécuté avec le noyau dur de la conspiration, du prestige historique du nom de famille, de la rapidité ou de la lenteur de chaque enquête locale de la Gestapo et, dans bien des cas, du pur hasard représenté par un bombardement allié ou par l'effondrement d'une ligne ferroviaire dans les semaines finales du conflit. Cette composante d'arbitraire cohabita avec une intention déclarée d'annihilation totale, exprimée sans nuance par Himmler dans son discours de Posen et soutenue en privé par Hitler lui-même, selon le témoignage d'Albert Speer.
La distance entre l'intention déclarée et le résultat final, plus chaotique et incohérent que ce que le discours d'Himmler suggérait, s'explique en grande partie par la vitesse à laquelle s'effondra la machinerie administrative du Troisième Reich entre février et mai 1945, une période durant laquelle les ordres centraux cessèrent de se traduire de manière uniforme par l'exécution locale des politiques de terreur. Le dernier otage d'Himmler. En avril 1945, avec l'effondrement du front occidental et le réduit alpin transformé en la dernière fantaisie stratégique du régime, Himmler ordonna de concentrer ses prisonniers les plus précieux en un point unique du sud de l'Allemagne et du nord de l'Italie. Environ 140 prisonniers éminents, de 17 nationalités différentes, furent transférés depuis Dachau vers le Tyrol du Sud entre le 17 et le 27 avril. Le groupe mêlait des figures de renom international, tels que l'ancien président du Conseil français Léon Blum, l'ex-chancelier autrichien Kurt von Schuschnigg et le pasteur luthérien Martin Niemöller, à des officiers militaires alliés capturés, des généraux soviétiques déserteurs, des collaborateurs de différents pays de l'Axe et, dans une proportion proche d'un tiers du total, des membres des familles des conspirateurs du 20 juillet, dont plusieurs membres de la famille Stauffenberg. Le convoi traversa le col du Brenner et arriva le 28 avril aux abords de la localité de Villa Bassa, dans le Tyrol du Sud italien, à destination d'un hôtel près du lac de Bray. Durant ces heures d'attente, l'un des otages fouilla le portefeuille d'un garde SS qui s'était évanoui sous l'effet de l'alcool et trouva un document ordonnant l'exécution de 28 des prisonniers les plus compromettants, dont tous les officiers britanniques. La tension entre les gardes SS, de plus en plus erratique, et le groupe d'otages crut durant toute la journée suivante. Le colonel Bogislav von Bonin, l'un des prisonniers, parvint à communiquer par téléphone avec un ancien camarade, le général Hans Rötiger, chef d'état-major du groupe d'armée C à Bolzano, et lui expliqua la gravité de la situation. Rötiger obtint l'envoi d'une compagnie d'infanterie de la Wehrmacht sous le commandement du capitaine Bichard von Alvensleben, qui arriva sur place et désarma sans résistance les gardes SS, plaçant les otages sous la protection de l'armée régulière. Durant cet épisode, les membres de la famille Stauffenberg, conscients d'être les prisonniers les plus haïs par les SS, demeurèrent cachés dans une pièce du presbytère du village jusqu'à ce que la situation fût complètement stabilisée. Le groupe passa les jours suivants logés dans l'hôtel au bord du lac, désormais gardé par des soldats réguliers qui les protégeaient aussi bien d'éventuelles unités fanatiques SS que des partisans italiens opérant dans la zone. Des troupes de la 5e armée américaine arrivèrent sur les lieux le 4 mai 1945, 4 jours avant la reddition allemande, et libérèrent définitivement le groupe complet d'otages. L'épisode, connu par la suite sous le nom de « transport des éminents », résume en quelques jours la logique finale de la Sippenhaft, une poignée d'enfants, d'épouses et de frères d'hommes déjà exécutés, transformés jusqu'au dernier instant de la guerre en monnaie d'échange pour un régime qui n'avait plus rien à offrir en retour. La reconstruction de la vie quotidienne après la libération fut lente et inégale pour chacune des familles atteintes par la Sippenhaft. Nina von Stauffenberg récupéra ses 5 enfants, y compris la petite fille née en captivité à Ravensbrück, et consacra une bonne partie des décennies suivantes à préserver la mémoire de son époux et à collaborer avec des historiens et chercheurs qui documentèrent la conspiration de juillet. Le domaine familial de Lautlingen, dans le sud de l'Allemagne, confisqué durant la guerre, fut restitué à la famille dans les années d'après-guerre et devint au fil du temps un petit espace de mémoire dédié aux frères Stauffenberg. Berthold von Stauffenberg fils, l'un des enfants internés à Bad Saxa, devint avec le temps officier de l'armée allemande d'après-guerre et l'une des voix les plus citées par les historiens ayant enquêté sur l'expérience enfantine sous la Sippenhaft, grâce à la correspondance qu'il entretint durant des années avec des chercheurs universitaires soucieux de reconstituer avec précision les faits de 1944 et 1945. Son témoignage, aux côtés de celui d'Ingrid von Seydlitz-Kurzbach et de celui des frères Pirzio Biroli, fils de Fay von Hassel, constitua la base documentaire principale sur laquelle s'appuyèrent les études historiques les plus récentes sur le fonctionnement quotidien des foyers pour enfants nazis destinés aux fils des conspirateurs. Le concept même de Sippenhaft fut expressément interdit par la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, promulguée en 1949, qui consacra le principe de responsabilité pénale strictement individuelle en réponse directe aux abus documentés durant les derniers mois du Troisième Reich.
La mémoire des conspirateurs du 20 juillet, marginalisée durant la première décennie d'après-guerre par une bonne partie de la société allemande, se transforma progressivement à partir des années 1960 et 1970 en un point de référence central de la commémoration officielle de la résistance anti-nazie, la cour du Bendler Block, théâtre du peloton d'exécution de Stauffenberg, devenant un mémorial permanent visité chaque 20 juillet par les autorités de l'État allemand. Les foyers pour enfants de Bad Saxa et les camps de concentration où demeurèrent confinés les proches des conspirateurs cessèrent de fonctionner avec la chute du régime. Mais la trace documentaire de ces mois, dispersée entre archives militaires, correspondances privées et témoignages oraux recueillis des décennies plus tard, permet aujourd'hui de reconstituer avec une précision notable le fonctionnement d'un mécanisme qui chercha à étendre le châtiment d'un attentat manqué jusqu'aux enfants, petits-enfants et noms de famille complets de ceux qui avaient osé défier Hitler. Le cas du maréchal Erwin Rommel démontre jusqu'à quel point la menace de la Sippenhaft conditionna même les décisions les plus intimes des impliqués dans la conspiration. Rommel connaissait l'existence du plan contre Hitler, bien qu'il se fût montré réticent à l'idée de l'assassinat, préférant l'option d'arrêter le dictateur pour le soumettre à un jugement. Son nom apparut malgré tout compromis dans les déclarations que le colonel César von Hoffacker fit sous la torture durant les interrogatoires suivant l'attentat. Le 14 octobre 1944, 2 généraux envoyés par Hitler rendirent visite à Rommel à son domicile et lui présentèrent une alternative déguisée en choix personnel. Comparaître devant le tribunal du peuple comme le reste des conspirateurs, avec la Sippenhaft retombant automatiquement sur son épouse et son fils, ou prendre une capsule de cyanure et mourir en apparence de cause naturelle, ce qui garantirait à sa famille des funérailles d'État et une exemption complète de toute représailles. Rommel opta pour le suicide. Le régime diffusa la version officielle selon laquelle le maréchal était mort des suites de blessures subies quelques semaines plus tôt lors d'une attaque aérienne sur son véhicule en France et organisa en son honneur des funérailles d'État avec les honneurs militaires complets. La famille de Rommel resta ainsi hors de portée de la Sippenhaft, un dénouement qui contraste directement avec le destin des familles Stauffenberg, Goerdeler ou Hassel. Ce cas révèle que la menace sur les enfants et les épouses n'opérait pas uniquement comme châtiment postérieur à la conspiration, mais aussi comme outil de négociation utilisé par le régime lui-même pour inciter certains impliqués à éviter un procès public qui aurait exposé des contradictions embarrassantes au sein même de l'armée allemande. Karl Friedrich Goerdeler, le civil désigné pour assumer la chancellerie si le coup d'État triomphait, parvint à s'échapper de Berlin dans les heures suivant l'échec de l'attentat et resta en fuite durant près d'1 mois, se déplaçant d'une cachette à une autre à travers différentes régions d'Allemagne. Sa recherche devint l'une des priorités de la Gestapo, qui offrit une récompense considérable pour toute information sur sa localisation. Le 12 août 1944, alors qu'il visitait la tombe de ses parents dans la localité de Marienwerder, une aubergiste locale nommée Lisbeth Schwerzel le reconnut et le dénonça aux autorités. Après son arrestation, 8 membres de la famille Goerdeler furent envoyés en camp de concentration sous le régime de la Sippenhaft. Son frère Fritz Goerdeler, trésorier d'une bonne partie des activités logistiques de la conspiration, fut condamné à mort et exécuté le 1er mars 1945. Karl Goerdeler resta plusieurs mois sous interrogatoire avant d'être jugé le 9 septembre 1944 par le tribunal du peuple et condamné à mort par Roland Freisler. L'exécution, cependant, fut retardée de près de 5 mois supplémentaires, un laps de temps inhabituel au regard de la rapidité caractérisant les autres procès de juillet, possiblement parce que la Gestapo continua de l'interroger dans l'espoir d'obtenir des informations supplémentaires sur d'autres membres du réseau de la résistance civile. Goerdeler fut finalement pendu le 2 février 1945 à Plötzensee. D'autres membres de l'entourage proche de Stauffenberg partagèrent un destin similaire dans les semaines suivant l'attentat. Peter York von Wartenberg, l'un des organisateurs du cercle de Kreisau et parent de la famille Stauffenberg par sa mère, fut exécuté le 8 août 1944, à peine quelques semaines après la conspiration.
L'oncle maternel de Klaus von Stauffenberg, Nikolaus von Uexküll-Gyllenband, âgé de 85 ans, mourut en captivité après avoir été arrêté sous le même mécanisme de responsabilité familiale, sans jamais avoir eu de participation opérationnelle directe dans le plan de l'attentat. L'enfance marquée par la Sippenhaft laissa une empreinte qui s'étendit bien au-delà de la libération de mai 1945. Beaucoup d'enfants des conspirateurs grandirent dans l'Allemagne d'après-guerre avec très peu de souvenirs matériels de leurs parents, exécutés avant qu'ils n'eussent l'âge suffisant pour conserver une mémoire propre d'eux. Axel Smend, fils de Günther Smend, officier exécuté pour sa participation à la conspiration, conserva comme seul lien tangible avec son père une photographie et un carnet de notes que le facteur remit à sa mère après l'exécution. Clarita Müller-Plantenberg, fille d'Adam von Trott-Zusolz, traversa une expérience similaire, avec à peine une image photographique d'elle-même aux côtés de son père comme témoignage visuel d'une relation tronquée dans la petite enfance. La reconstruction de l'identité familiale fut compliquée par le rejet social auquel une bonne partie de ses enfants fit face durant les décennies d'après-guerre. Dans une Allemagne de l'Ouest qui mit des années à reconnaître la valeur morale de la conspiration de juillet, les noms de famille des conspirateurs continuèrent longtemps d'être associés à l'idée de trahison militaire. Un stigmate qui affecta les possibilités d'études, d'emploi et d'intégration sociale de plusieurs des enfants, surtout durant la décennie 1950. La faible disposition de l'État allemand à octroyer des pensions formelles aux veuves des exécutés, résolues seulement par une compensation annuelle de caractère extraordinaire, fonctionna comme le reflet économique de cette même réticence sociale. Le changement de perception arriva de manière graduelle. La création du Centre de documentation de la résistance allemande dans l'ancien bâtiment du Bendler Block, siège du peloton d'exécution de Stauffenberg et de ses compagnons, consolida à partir de la décennie 1980 un espace officiel de mémoire visité chaque année par les autorités de l'État à la date anniversaire de l'attentat. Les nouvelles générations de recrues de l'armée allemande commencèrent à prêter serment dans des unités portant le nom des conspirateurs de 1944, un geste symbolique qui eût été impensable dans l'Allemagne du premier après-guerre, lorsque les enfants de ces hommes grandissaient encore sous l'ombre du soupçon qui avait poursuivi leur père. La machine qui se dévore elle-même. La terreur déchaînée après le 20 juillet n'épargna même pas ceux qui contribuèrent à étouffer le coup d'État. Le général Friedrich Fromm, commandant de l'armée de réserve, ordonna l'exécution sommaire de Stauffenberg et de ses compagnons la nuit même de l'attentat, dans une tentative d'effacer rapidement toute trace de sa propre ambiguïté lors des heures initiales de la conspiration, alors qu'il avait hésité sur le camp à soutenir. La manœuvre ne le sauva pas. Himmler ordonna son arrestation le lendemain et un tribunal militaire le condamna pour lâcheté face à l'ennemi. Fromm fut fusillé le 19 mars 1945, à peine quelques semaines avant la fin de la guerre, victime du même appareil répressif qu'il avait lui-même activé contre ses anciens subordonnés. Les exécutions liées à l'enquête sur l'attentat se poursuivirent jusqu'au dernier jour du régime. Roland Freisler lui-même, le juge ayant présidé la majorité des procès devant le tribunal du peuple, mourut le 3 février 1945 lors d'un bombardement allié sur Berlin, enseveli sous les dossiers de l'affaire qu'il jugeait à ce moment-là. Sa mort interrompit temporairement les procès formels, bien que les exécutions extrajudiciaires se poursuivissent de manière éparse jusqu'en avril 1945, date à laquelle la Gestapo fusilla en différents points du pays des dizaines de prisonniers liés directement ou indirectement au cercle de la résistance, dans une ultime tentative d'éliminer les témoins avant l'arrivée des troupes alliées. Ce contexte de violence incontrôlée durant les dernières semaines de guerre explique en partie la fragilité de la situation des prisonniers de la Sippenhaft durant cette même période. Les enfants de Bad Saxa, les membres des familles reclus à Buchenwald et le groupe d'otages transférés vers le Tyrol du Sud dépendaient, en pratique, du fait qu'aucun ordre d'extermination n'arrivât à temps avant le collapsus définitif des lignes de communication du régime. La différence entre la survie et la mort de dizaines de personnes se réduisit, dans les dernières semaines d'avril 1945,
à la vitesse avec laquelle avançaient les armées alliées face à la capacité de plus en plus limitée de la structure de commandement nazi à exécuter ses propres ordres. La reconstruction historique de la Sippenaft, appliquée après le 20 juillet, s'appuie sur 3 types de sources principales. La première fut constituée par les documents administratifs du régime lui-même, conservés de manière fragmentaire dans les archives militaires allemandes, incluant des directives internes sur la procédure d'arrestation, la correspondance entre la Gestapo et l'Office central de la sécurité du Reich, ainsi que les registres du tribunal du peuple. La seconde fut composée des témoignages directs des survivants, recueillis dans des entretiens, des mémoires et des correspondances privées, parmi lesquels se distinguèrent les récits de Berthold von Stauffenberg fils, d'Ingrid von Seydlitz-Kurzbach et des frères Pirzio Biroli. La troisième fut formée par les registres du renseignement allié, en particulier les conversations d'officiers allemands capturés enregistrées secrètement par les services de renseignement britanniques vers la fin de la guerre, qui documentèrent jusqu'à quel point la peur de la Sippenaft conditionnait les décisions d'officiers qui autrement auraient été disposés à se joindre à de nouvelles tentatives de résistance contre Hitler. L'historien Robert Leffel, auteur de l'étude universitaire la plus exhaustive sur le sujet, calcula à partir de ce croisement de sources que l'application de la Sippenaft s'avéra, en pratique, beaucoup plus inégale et improvisée que ne le suggérait le discours original d'Himmler à Posen, bien que sa fonction comme mécanisme de terreur psychologique opéra de manière effective sur l'ensemble de la société allemande durant les derniers mois de la guerre. Cette combinaison de violences réelles contre un groupe relativement restreint de familles et de menaces généralisées contre le reste de la population constitua, selon cette analyse, la caractéristique centrale de la responsabilité de clan telle que l'appliqua le national-socialisme entre juillet 1944 et mai 1945, un mécanisme qui chercha à châtier non seulement ceux qui avaient osé défier Hitler, mais chacun des noms porteurs de leur patronyme. La menace de châtier les familles ne naquit pas totalement en juillet 1944. Dès 1943, le commandement de l'armée allemande recourait déjà de manière informelle à des avertissements de type Sippenaft contre des soldats considérés d'origine raciale douteuse selon les critères nazis ou contre des combattants abandonnant leur poste sur le front. L'un des premiers cas documentés correspondit au soldat Wenceslaus Leiss, accusé en décembre 1942 d'avoir abandonné sa position, dont le cas servit d'antécédent pour étendre la menace de représailles familiales à la totalité de la troupe bien avant l'attentat contre Hitler. Après juillet 1944, cette logique fut généralisée officiellement par des circulaires du haut commandement qui avertissaient les troupes des conséquences familiales de tout signe de défaitisme, désertion ou reddition non autorisée. La chute de la ville de Königsberg, en avril 1945, devint l'exemple le plus cité de cette application tardive. Le commandant Otto Lach, responsable de la défense de la ville, ordonna la reddition face à l'avancée soviétique pour éviter un massacre majeur parmi la population civile prise au piège. La réponse du régime fut immédiate. La famille de Lach fut arrêtée, et la presse allemande publia la nouvelle de l'arrestation comme un avertissement public adressé à tout autre commandant envisageant une reddition similaire dans les dernières semaines de la guerre. Cet élargissement de la portée de la Sippenaft, soutenu par une loi spécifique de février 1945, transforma un mécanisme conçu à l'origine pour châtier l'aristocratie prussienne impliquée dans une conspiration politique concrète en un outil de discipline militaire applicable à n'importe quel soldat du Reich. La distinction entre trahison politique et défaite militaire se dilua complètement durant ces dernières semaines, dans un contexte où l'effondrement même du front faisait de pratiquement toute décision d'un commandant sur le terrain un motif potentiel de suspicion pour un régime qui ne contrôlait plus une bonne partie de son propre territoire. Fritz Dietloff von der Schulenburg, haut fonctionnaire prussien et l'un des rédacteurs du programme de gouvernement prévu pour après le coup d'État, fut jugé et exécuté le jour même de son arrestation formelle, le 10 août 1944, à peine 20 jours après l'attentat. Avant de monter à l'échafaud, il déclara devant le tribunal que l'histoire finirait par juger et absoudre les conspirateurs,
une phrase qui circula après la guerre comme l'une des expressions les plus citées du processus judiciaire contre les impliqués de Juillet. Son épouse, Charlotte von der Schulenburg, demeura à la tête de 6 jeunes enfants, 5 filles et un garçon, sur le domaine familial de Tressau dans le Mecklembourg. Contrairement à ce qui arriva aux enfants de Stauffenberg ou de Hassel, la famille Schulenburg parvint à éviter l'application la plus sévère de la Sippenhaft. Charlotte réussit à s'enfuir vers l'ouest avec ses 6 enfants peu avant l'arrivée de l'armée rouge dans la région et survécut à l'effondrement final du front oriental sans être transférée dans un camp de concentration, bien qu'elle restât sous surveillance et interrogatoire de la Gestapo durant une bonne partie de ces mois. 10 ans après l'exécution de son mari, Charlotte reçut, par une série de circonstances fortuites, la lettre d'adieu que Fritz Dietloff avait écrite la nuit même de sa condamnation. Une secrétaire du ministère de la Justice du Reich, dont l'identité fut tenue secrète durant des décennies, avait copié le texte clandestinement et au péril de sa vie avant que l'original ne fût détruit et le conserva gardé durant toute l'après-guerre jusqu'à le faire parvenir à la veuve en 1954. L'épisode illustre, tout comme le cas des enfants de Stauffenberg, sauvés par un bombardement fortuit, jusqu'à quel point le sort de chaque famille dépendit de décisions individuelles de fonctionnaires, de gardes et d'employés anonymes qui, dans certains cas, optèrent pour désobéir en silence aux instructions du régime. Durant les mois suivant l'attentat, l'Office central de la sécurité du Reich élabora un rapport quotidien destiné à Hitler et à son secrétaire Martin Bormann, connu dans les archives historiques sous le nom de Spiegelbild einer Verschwörung, le reflet d'une conspiration. Le document compilait de manière systématique les déclarations obtenues sous interrogatoire auprès des détenus, incluant des mentions fréquentes de parents, d'amitié et de contacts qui finissaient par grossir la liste des nouvelles arrestations sous le régime de la Sippenhaft. Ce mécanisme rétroalimenté explique en partie pourquoi l'enquête, loin de se clore dans les semaines immédiates au 20 juillet, continua de s'étendre durant des mois, incorporant des noms qui n'avaient même pas participé de manière consciente à la conspiration originale. L'enquête ne s'arrêta pas avec les exécutions des principaux responsables de l'attentat. En avril 1945, alors que la guerre était pratiquement décidée, la Gestapo exécuta dans le camp de concentration de Flossenbürg un groupe de prisonniers liés au réseau de résistance, au sein du service de renseignement militaire allemand, parmi eux l'amiral Wilhelm Canaris, ancien chef de l'Abwehr, le général Hans Oster, son adjoint, et le théologien Dietrich Bonhoeffer, collaborateur de ce même réseau. Les 3 furent pendus le 9 avril 1945, à peine 3 semaines avant la reddition allemande, dans une procédure sommaire sans les formalités du tribunal du peuple, ordonnée directement par Hitler à partir de documents trouvés dans les archives personnelles de Canaris. Cet épisode confirme que la volonté d'extermination du régime contre tout vestige de la résistance demeura active jusqu'au dernier jour d'existence du Troisième Reich, sans que l'imminence de la défaite militaire n'altérât la logique de représailles qui avait régi depuis juillet 1944. Le mythe du réduit alpin et autres histoires tragiques. Le transfert des prisonniers de Mark vers le Tyrol du Sud ne répondit pas à un caprice improvisé de dernière minute, mais à une stratégie plus large que Himmler et le chef de l'Office central de la sécurité du Reich, Ernst Kaltenbrunner, avaient conçu dès le début de l'année 1945. Les services de renseignement alliés avaient détecté des indices de fortification et de mouvements de troupes dans la région alpine qu'ils interprétèrent comme la préparation d'un dernier bastion nazi connu sous le nom de réduit alpin, à partir duquel le régime espérait prolonger la résistance par une guerre de guérilla, une fois le reste du territoire allemand perdu. Ce réduit ne se matérialisa jamais de manière effective, mais durant les premiers mois de 1945, il conditionna une bonne partie des décisions logistiques de l'appareil de sécurité nazi, y compris le choix de transférer vers cette même zone les otages les plus précieux du régime. Sur le groupe total de 139 prisonniers transférés depuis Dachau vers le Tyrol du Sud, les registres distinguent 2 catégories administratives. 98 correspondaient à la catégorie des prisonniers spéciaux, parmi lesquels des politiques étrangers, des officiers militaires alliés et des figures de poids symboliques comme Léon Blum ou Kurt von Schuschnigg.
Les 37 restants correspondaient de manière spécifique à la catégorie des prisonniers par lien de parenté, Sippenhäftling, parmi lesquels on comptait les membres des familles des conjurés du 20 juillet. Kaltenbrunner tenta, par l'intermédiaire de son adjoint Wilhelm Oethel, d'établir un contact avec Allen Dulles, représentant du renseignement américain à Berne, dans l'espoir d'utiliser cet ensemble d'otages comme monnaie d'échange dans une négociation séparée avec les alliés occidentaux. Dulles rejeta tout contact direct avec un fonctionnaire de la SS et cette voie de négociation se referma sans résultat. De manière parallèle, Himmler explora pour son propre compte une issue négociée par l'entremise du comte suédois Folke Bernadotte, vice-président de la Croix-Rouge de ce pays, avec qui il tint une série de réunions secrètes entre février et avril 1945. Lors de l'une de ces rencontres, célébrée le 23 avril dans la localité de Hohenlychen, Himmler en vint à offrir la reddition des troupes allemandes sur le front de l'Ouest, à la condition de poursuivre la résistance contre l'armée rouge sur le front de l'Est, une proposition que Bernadotte transmit au gouvernement britannique et américain et que ceux-ci rejetèrent immédiatement, exigeant une capitulation inconditionnelle face à tous les alliés à égalité. Lorsque la nouvelle de ces démarches parvint aux oreilles de Hitler, quelques jours avant son suicide, le dictateur destitua Himmler de toutes ses fonctions et ordonna son arrestation, l'accusant de trahison dans les dernières heures d'existence du régime que tous deux avaient construit ensemble. Le sort des prisonniers par lien de parenté logés dans l'hôtel au bord du lac de Bray, parmi lesquels les membres de la famille de Stauffenberg, resta ainsi, sans qu'ils le sachent, entremêlé jusqu'à la fin avec les manœuvres politiques de l'homme même qui avait ordonné leur arrestation près d'un an plus tôt. La transformation de la mémoire publique sur les conjurés de juillet trouva son expression la plus visible dans une cérémonie militaire qui se répète tous les ans depuis la fondation de l'armée de l'Allemagne fédérale en 1955. Chaque 20 juillet, un contingent de recrues du bataillon de garde des forces armées prêtait serment solennel dans la cour même du Bendlerblock, où Stauffenberg et ses 3 compagnons avaient été fusillés la nuit de l'attentat. Le premier manuel de conduite intérieure des nouvelles forces armées, publié en 1957, établit de manière explicite les officiers de la résistance militaire contre le national-socialisme comme référence morale centrale pour la formation des soldats de l'après-guerre, selon l'idée que l'obéissance militaire devait toujours se subordonner au jugement de sa propre conscience. Cette même logique se traduisit dans la dénomination d'installation militaire. L'un des principaux commandements opérationnels conjoints de l'armée allemande fonctionna dans une caserne qui porta le nom de Henning von Treschow, l'officier qui avait conçu avec Stauffenberg une bonne partie du plan de l'opération Walkyrie et qui s'était suicidé sur le front en apprenant l'échec de l'attentat. La cérémonie annuelle du 20 juillet, présidée habituellement par le ministre de la Défense allemand en exercice, devint l'acte central de commémoration institutionnelle du pays sur la résistance contre Hitler. Un dénouement difficile à anticiper dans les mois postérieurs à 1944, alors que les enfants de ces mêmes officiers fusillés demeuraient encore reclus dans des foyers d'enfants et des camps de concentration sous le nom d'emprunt que le régime leur avait imposé pour effacer toute trace de leur nom de famille véritable. Nina von Stauffenberg vécut jusqu'au 2 avril 2006, s'éteignant à 92 ans, bien après avoir vu grandir ses 5 enfants et avoir assisté au changement radical dans l'évaluation publique de la conspiration qui avait coûté la vie à son époux et des mois de captivité à elle-même. Durant les décennies d'après-guerre, elle collabora de manière constante avec des historiens dévoués à reconstruire avec précision les faits de juillet 1944, parmi lesquels le chercheur canadien Peter Hoffman, auteur de l'une des biographies les plus citées sur Klaus von Stauffenberg, qui recueillit dans ses notes une bonne partie de la correspondance et des témoignages directs de la famille. Constanze, la fille cadette, née au camp de concentration de Ravensbrück en janvier 1945 et la seule des 5 frères et sœurs qui n'eut jamais l'occasion de connaître son père, publia en 2008 une biographie dédiée à la vie de sa mère, dans laquelle elle reconstruisit avec détail tant les années de mariage antérieures à l'attentat que l'expérience de captivité, de séparation et de recherche
que traversa la famille entre 1944 et 1945. Le livre devint l'une des sources secondaires les plus utilisées par les chercheurs qui étudièrent l'expérience spécifique des femmes et des enfants sous la Sippenhaft, un angle qui avait reçu moins d'attention académique que l'analyse politique et militaire de la conspiration en soi. La mémoire de ces mois occupe aujourd'hui un espace permanent au sein même du mémorial de Buchenwald, qui consacre une exposition spécifique à l'expérience de la famille Stauffenberg en tant que prisonnier par lien de parenté, avec du matériel audiovisuel qui recueille les témoignages directs de Berthold Fies et d'autres membres de la famille sur leur passage par le baraquement d'isolement du camp. Cette exposition, ajoutée à celle de Bad Saxa documentée par l'historien Robert Lefel et aux archives personnelles conservées par les différentes familles affectées, permet aujourd'hui de reconstruire avec un niveau de détail considérable un épisode qui, durant une bonne partie de la seconde moitié du XXe siècle, demeura comme une note de bas de page au sein de l'histoire la plus connue de l'attentat du 20 juillet. La responsabilité de clan appliquée par le régime nazi après le 20 juillet ne constitua pas un phénomène isolé dans l'histoire des régimes totalitaires du XXe siècle. Durant la grande purge soviétique des années 1930, les autorités de Joseph Staline arrêtèrent de manière systématique les épouses, enfants et parents de ceux qui étaient accusés de trahison ou de conspiration contre l'État, sous la catégorie administrative de membres de la famille des traîtres à la patrie. Le cas du dirigeant bolchevique Nikolaï Boukharine s'avéra paradigmatique. Après son exécution en 1938, son épouse fut envoyée dans un camp de travail et son jeune fils fut élevé sous une identité différente durant des années, selon un modèle qui garde des parallèles directs avec ce qui arriva plus tard aux enfants de Stauffenberg. Durant la révolution culturelle chinoise des années 1960, un mécanisme similaire de responsabilité familiale retomba sur les proches de dirigeants désignés comme déviationnistes. Parmi eux, la famille du futur dirigeant Deng Xiaoping, soumise à la persécution et à l'humiliation publique, tandis que Deng restait marginalisé du pouvoir. Dans aucun de ces deux cas, cependant, n'exista une base légale explicite comparable à celle que Himmler invoqua dans son discours de Posen, qui présenta la responsabilité de clan comme la récupération délibérée d'une supposée coutume juridique germanique ancienne, avec des prétentions de légitimité historique que les régimes soviétiques et chinois ne formulèrent jamais de manière aussi systématique. Le concept de Sippenhaft continua d'être cité par la suite comme référence historique directe pour décrire des pratiques de répression familiale documentées par des organismes internationaux dans différents pays. Les Nations Unies utilisèrent cette comparaison dans des rapports sur l'utilisation de la détention de membres de la famille d'opposants politiques comme outil de pression dans certains pays latino-américains, un usage du terme qui confirme jusqu'à quel point l'épisode vécu par les familles des conjurés allemands de 1944 devint, des décennies après qu'il se soit produit, la référence historique la plus citée pour nommer toute forme de châtiment collectif appliqué sur la base exclusive du lien de parenté. En parallèle au fait de juillet 1944 en Allemagne, le même régime appliqua une variante de l'enlèvement de membres de la famille comme outil de pression politique dans un autre théâtre européen. Le 15 octobre 1944, le maréchal Miklos Horthy, régent de Hongrie, annonça par radio la signature d'un armistice préliminaire avec l'Union soviétique, avec l'intention de retirer son pays de la guerre. Des heures avant cette annonce, un commando de la SS, sous le commandement d'Otto Skorzeny, enleva Miklos Horthy fils, principal collaborateur politique de son père dans les négociations secrètes avec les soviétiques, durant une réunion que les Allemands lui avaient tendue comme un piège par l'entremise de faux intermédiaires yougoslaves. Le fils du régent fut réduit par la force, enroulé dans un tapis et transféré en avion jusqu'à Vienne, d'où il fut envoyé au camp de concentration de Mauthausen. Avec son fils comme otage, Horthy reçut un ultimatum direct: se rétracter publiquement de l'armistice et céder le pouvoir à un gouvernement hongrois aligné sur Berlin, dirigé par le chef fasciste Ferenc Szalasi, ou assumer la responsabilité de la vie du jeune homme. Horthy céda, signa le document de renonciation et expliqua plus tard dans ses mémoires qu'il n'avait pas résigné le pouvoir ni désigné Szalasi comme chef de gouvernement par volonté propre,
mais qu'il avait échangé sa signature contre la vie de son fils. Le jeune Horthy demeura prisonnier dans des camps de concentration allemands jusqu'au dernier jour de la guerre, libéré seulement le 8 mai 1945. L'épisode, survenu à peine 3 mois après l'attentat contre Hitler et coïncidant presque dans le temps avec le transfert des enfants de Stauffenberg à Bad Saxa, confirme que l'enlèvement de membres de la famille comme instrument de coercition politique ne se limita pas au cadre interne allemand, ni à la représaille postérieure à une conspiration déjà échouée. Le même appareil de sécurité qui appliquait la Sippenhaft contre les familles de ses propres officiers rebelles eut recours, avec la même naturalité, à l'enlèvement d'un fils pour faire plier la volonté d'un chef d'État étranger, dans une démonstration additionnelle de jusqu'à quel point le régime nazi, durant ses derniers mois d'existence, convertit le lien de parenté familiale en l'un de ses instruments de pouvoir les plus utilisés. La coïncidence entre les deux épisodes ne fut pas totalement fortuite. Otto Skorzeny, le commando de la SS qui dirigea l'enlèvement du fils de Horthy en octobre, se trouvait à Berlin la nuit même du 20 juillet, quand la nouvelle de l'attentat contre Hitler parvint au quartier général de l'armée de réserve. Durant les heures de plus grande confusion, alors que le destin du coup d'État était encore incertain, Skorzeny assuma durant plus de 30 heures le contrôle effectif du centre de communication du haut commandement de la Wehrmacht et contribua de manière directe à ce que les ordres des conjurés ne parviennent pas à s'exécuter avec succès dans différentes garnisons du pays. Cette action lui valut un avancement et la confiance personnelle de Hitler, qui des mois plus tard le choisit pour diriger l'opération hongroise. Le parcours de Skorzeny entre juillet et octobre 1944, d'abord comme instrument décisif pour étouffer la conspiration contre Hitler et ensuite comme exécuteur direct d'un enlèvement familial destiné à faire plier un chef d'État étranger, résume de manière précise la logique qui traversa les derniers mois du régime nazi. Le lien du sang, loin de représenter une sphère privée étrangère à la politique, devint en ces mois-là l'un des instruments de coercition les plus utilisés par l'appareil de sécurité allemand, appliqué tant contre ses propres sujets que contre des gouvernements alliés que le régime considérait comme insuffisamment loyaux. Le registre photographique et documentaire de ces mois est conservé aujourd'hui de manière dispersée entre les archives fédérales allemandes, les fonds du mémorial de Buchenwald, les archives privées des familles affectées et les dossiers du tribunal du peuple lui-même, partiellement détruits durant les bombardements finaux sur Berlin, mais reconstruits en grande mesure à partir de copies et de références croisées conservées dans d'autres organismes du régime. Parmi ce matériel, survivent des photographies des enfants internés à Bad Saxa, de la correspondance interne de l'Office central de la sécurité du Reich sur la procédure de changement de nom et les registres d'entrée et de sortie des prisonniers par lien de parenté logés dans le baraquement d'isolement de Buchenwald. Cet ensemble documentaire, croisé avec les témoignages directs recueillis durant les dernières décennies du XXe siècle et les premières du XXIe siècle, permet de reconstruire aujourd'hui, avec un niveau de précision considérable, le fonctionnement quotidien d'un mécanisme qui, entre juillet 1944 et mai 1945, maintint sous arrestation, surveillance ou réclusion plusieurs centaines de personnes dont le seul lien avec la conspiration contre Hitler consistait à partager un nom de famille, un lien matrimonial ou un lien de sang avec l'un des hommes qui avait osé le défier. Berthold von Stauffenberg fils, l'enfant qui à 10 ans avait assisté depuis Bad Saxa à l'effondrement final du régime qui avait assassiné son père et son oncle, entra des années plus tard dans l'armée de la République fédérale d'Allemagne et atteignit avec le temps le grade de général de division. Il accorda durant des décennies des entretiens et une correspondance à des chercheurs intéressés à reconstruire avec précision les faits de 1944 et 1945, parmi eux Robert Lefel lui-même, dont l'étude académique sur la Sippenhaft s'appuya de manière directe sur ses témoignages. Sa trajectoire, celle d'un homme qui avait été séparé de sa famille sous un nom d'emprunt et qui finit par porter le même uniforme que celui qui avait auparavant persécuté les siens, résume de manière concrète le trajet que parcourut l'Allemagne entre le régime qui châtia les enfants des conjurés de juillet et l'État qui, des décennies plus tard, convertit ces mêmes conjurés en la référence morale centrale de ses propres forces armées. Le baraquement d'isolement de Buchenwald, où demeurèrent reclus Nina et Alexander von Stauffenberg avec des dizaines d'autres prisonniers par lien de parenté, avait été détruit partiellement par un bombardement allié en août
1944, avant que la Gestapo ne commence à y transférer les familles des conjurés à partir de février 1945. Les responsables du camp le reconstruisirent de manière précipitée pour loger ce groupe spécifique de détenus, séparés de manière délibérée du reste de la population carcérale du camp principal, soumise à des conditions d'exploitation et d'extermination radicalement plus sévères. Cette séparation physique entre les prisonniers par lien de parenté et les autres internés de Buchenwald, documentée dans les registres administratifs du camp, confirme le statut particulier que le régime octroyait aux familles des conjurés, ni libres, ni soumis au même destin que la majorité de ceux qui partagèrent la même enceinte, mais retenus dans un espace intermédiaire pensé exclusivement comme réserve d'otages pour une négociation qui, en mai 1945, n'aurait plus lieu de se produire.